Vice Versa 2, c'est le meilleur score au box-office de 2024, devant Deadpool 3 et Vaiana 2, et loin devant son prédécesseur. Une des raisons de ce succès, sa méchante, anxiété. Nouvelle émotion de Riley, elle vire les autres pour prendre le contrôle de la vie de l'adolescente. Son but, lui faire gagner un match de hockey important. Sauf qu'elle lui met beaucoup trop la pression. Résultat, Riley finit par faire une crise d'anxiété. L'émotion passe en mode super vitesse pour essayer de garder le contrôle. Si rapide qu'on dirait qu'elle est immobile, paralysée comme Riley. Une scène hyper réaliste et subtile. Pas étonnant, comme pour le premier Vice Versa, des psychologues étaient consultants. Anxiété n'est donc pas montrée comme une émotion négative, elle veut protéger Riley. Il y a toute une scène où elle imagine les pires scénarios pour la préparer au match, c'est son côté tyrannique qui est mauvais, comme Joie dans Vice Versa 1. À la fin, elle est même parfaitement intégrée avec les autres émotions. L'anxiété c'est ok si on la laisse pas nous contrôler. Un super personnage. Et techniquement, pas une méchante, elle représente le conflit intérieur de Riley. C'est une tendance chez Pixar, des persos pas juste diaboliques, mais aussi complexes qui amènent le héros à surmonter un défaut ou un trauma. Rien à voir avec les méchants classiques à la Disney, mais pourtant certains sont tout aussi iconiques que Jafar, Frollo ou Cruella dont on avait déjà parlé dans cette vidéo. Cette fois-ci, on vous propose donc de voir qui sont les meilleurs méchants de Pixar. Attention, abonne-toi ou je vais te tuer avec ma guitare. Théro, mais qu'est-ce que tu fous? Personne n'y croit. Oui, je suis Ernesto de la Cruz, je suis une fantôme. Un squelette, non? Non, un fantôme, comme celui de CyberGhost VPN. Parce que trouver des Pixar en streaming, soit c'est dur, soit c'est cher. Mais avec un VPN pour changer ta localisation, ça l'est beaucoup moins. En Inde, l'abonnement Disney Plus n'est qu'à 2,80€. Pour voir Toy Story, c'est pas mal. Bref, tu fais des économies, parce que c'est pas tout. Billets d'avion, hôtel, si tu passes par une IP locale, t'as toujours les meilleurs prix. En plus, c'est moins cher pour un meilleur produit. En contournant les géorestrictions, tu peux débloquer l'entièreté des catalogues Netflix, HBO Max et plus de 40 autres comme Disney+. Imagine, plus de 40% de contenu supplémentaire disponible en français avec les mêmes abonnements. Je crois que ça marche aussi pour YouTube. Regarde, j'ai mis mon IP au Canada et je viens de trouver l'intégralité des épisodes de Kaamelott gratuitement. Attends, par contre, c'est pas un peu risqué? Ah, pas du tout. À l'inverse, CyberGhost VPN te protège. Il cache ta localisation et ta signature numérique pour te rendre intraçable, à l'abri des hackers et des attaques informatiques comme un vrai fantôme du web. Trop cool. En plus, il y a une très bonne note sur Trustpilot. Super simple à utiliser, 38 millions d'utilisateurs, service client en français 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Sur Cinématrash, on vous fait une super offre, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits, le tout sur 7 appareils, pratique pour partager en famille ou entre amis, 2€ par mois, qu'ils soient sur PC, mobile, console, Smart TV, ça marche. Le lien est en description, allez voir ça. Woody est le vrai méchant de Toy Story. J'imagine que pour vous, le méchant du premier film, c'est Sid. Un sale gosse qui récupère les jouets et les torture. Il les recolle entre eux, les met en scène dans des scénarios sadiques et les fait même exploser au feu d'artifice. L'horreur pour Woody et Buzz. Ok, mais vous avez jamais fait ça étant enfant? Dessiner sur un jouet, couper les cheveux de votre poupée ou arracher un bras de votre peluche en tirant trop fort? Les réalisateurs, eux oui, et ils ont beaucoup de sympathie pour Sid. Ils disent même qu'il a tout pour devenir animateur chez Pixar, créatif comme il est. Sid n'a aucune idée que les jouets sont vivants. Woody ne lui révèle qu'à la fin, et ouais, c'est un bon trauma pour le gamin. Alors pas de violence. Apparemment, il a appris de ses erreurs. Un caméo dans le 3 en éboueur amène les fans à théoriser. Et s'il sauvait les jouets jetés à la poubelle de la décharge? Mais apparemment, depuis, il serait décédé. Il fera une apparition dans Coco avec son t-shirt iconique. Ouais, pauvre gosse. Dans le script original de Toy Story, le vrai méchant c'était Woody. On vous en avait déjà parlé dans cette vidéo. Un tyran avec les autres jouets. Il poussait Buzz volontairement par la fenêtre, là où dans le film final, c'est un accident. Même sa voix originale, Tom Hanks, aurait lâché pendant un enregistrement « Ce type est un connard !» Aux projections test, ça avait pas plu du tout, donc on arrête la production le temps de réviser le scénario. Des mecs comme Josh Whedon sont même passés par là. Mais en vrai, il reste quand même des traces de ce Dark Woody, parce qu'il est jaloux de Buzz, qu'il a peur d'être remplacé, le film se met en route. Son égoïsme les empêche de s'entraider et donc de rentrer chez eux. Woody est à la fois le héros et l'antagoniste principal de Toy Story 1. Il doit apprendre à faire preuve d'empathie, et en résulte une belle amitié. Ça rejoint l'interprétation qui dit que tous les méchants de la trilogie représentent ce que Woody serait devenu s'il n'avait pas rencontré Buzz et évolué. Ça se voit surtout avec Lotso, le méchant du troisième film, et évidemment l'un de mes préférés. Inoffensif et tout mignon au premier abord, il se révèle être un impitoyable dictateur. Il gouverne de façon autoritaire la crèche, condamnant arbitrairement des jouets à subir les pires sévices par des enfants brutaux. Pourtant, il a un passé tragique. Autrefois le jouet préféré d'une enfant, il a été perdu puis remplacé.
délaissé. Amer et rancunier, il impose son malheur aux autres et exploite la peur des jouets d'être délaissés. Mais sa colère à lui, elle est compréhensible. Lotso, c'est l'exact opposé de Woody. Lui aussi est délaissé par Andy qui a grandi, mais il s'accroche à son passé. Il y trouve encore du sens. Il a déjà été confronté à la peur d'être remplacé dans le premier. Même si Andy change, il reste son enfant, son ami. Mais ça, Lotso, dans sa douleur, ne pourra jamais l'accepter. Du coup, il fait la pire crasse jamais vue dans un Pixar, trahir les héros les yeux dans les yeux, les condamnant à une mort horrible dans l'incinérateur. D'autant plus terrible que comme on a de l'empathie pour lui, on croit qu'il peut se racheter. C'est ce qui est en tout cas ressorti des projections tests. Les gens voulaient le voir devenir gentil. Et heureusement, les réels ont tenu bon. Mais Toy Story 3 montre que même la vision de Woody n'est pas la bonne. Il doit accepter et laisser Andy partir. Et c'est ça qui le différencie des méchants de la franchise. Sa capacité à reconnaître ses erreurs et à changer. Qui est le méchant de Monstres et compagnie? Pas si facile comme question. Tout de suite on pense à Léon. Lézard violet, sourire narquois, pouvoir de camouflage, rivalité avec les héros. Il a tout pour être un bon méchant. Rappelle que dans cet univers, le cri des enfants produit de l'énergie nécessaire à la société des monstres. Léon veut donc kidnapper Boo, une petite fille, pour extraire son cri à l'aide d'une machine. Bref, Léon fait peur, c'est forcément lui le méchant. Sauf que... bah non. Vers la fin du film, on apprend que le patron de Monstres et compagnie, Mr. Waternose, est de mèche avec lui. Soudain, ce vieux monsieur qui veut juste sauver son entreprise devient tout aussi menaçant. C'est un méchant à twist. D'abord présenté comme sympathique, on ne doute pas du tout de lui, parce qu'un autre perso plus flagrant prend toute notre attention. Et moi, j'avais oublié son existence dans le film, je me souvenais que de Léon. Ses intentions sont certes louables et il admire sincèrement Sully, mais il n'éprouve aucun remords à kidnapper une enfant pour son ambition. J'enlèverai des milliers d'enfants plutôt que de voir cette compagnie ruinée. Et je détruirai quiconque se mettra en travers de mon chemin. C'est pour ça qu'il est puni quand sa machination est révélée au grand jour. Mais alors c'est qui le méchant? Le grand patron, l'homme de main? Qui a eu l'idée du plan? C'est un débat qui enflamme internet. Léon est défendu par sa fanbase. Normal, c'est un perso populaire, il revient même dans le préquel. D'autres tentent de justifier les actions de Waternose. Il voulait juste éviter la faillite. En vrai, les deux sont des méchants, mais pas pour les mêmes raisons. Un méchant Pixar amène le héros à apprendre quelque chose. Pour Waternose, c'est clair, il serait ce que Sully serait devenu s'il n'avait pas rencontré Boo. Mais Léon, lui, n'est pas le méchant des héros, c'est leur rival. Il ne leur oppose aucun défi, Sully le domine. Léon, c'est le méchant de Boo. Elle est terrorisée par lui. À la fin, elle vend même sa peur pour sauver Sully et tabasse Léon à l'aide d'une batte de baseball. On retrouve une idée similaire dans Ratatouille. Beaucoup vont penser à Antonego et ils auraient raison. Design incroyable, le mec est pâle comme un croque-mort, son bureau est en forme de cercueil, même sa machine à écrire on dirait un crâne. Une présence menaçante et une écriture superbe. C'est un critique culinaire, un élitiste, le némésis de Gusto, le mentor du héros. Il ne croit pas une seule seconde en sa devise, tout le monde peut cuisiner. Il l'a même indirectement tué. À cause d'une de ses critiques assassines, le restaurant de Gusto perd une étoile et le chef meurt quelque temps après. Antonego finit par revenir pour se confronter à celui qu'il pense être le nouveau chef, en ignorant qu'il s'agit en fait d'un rat. On lui sert alors une ratatouille, un plat simple qui lui rappelle celui de sa mère et lui fait lâcher son stylo. Son visage se change, l'adulte disparaît et l'enfant revient. Après avoir découvert l'existence de Rémi, il rédige une nouvelle critique. Il avoue avoir eu tort, reconnaît la valeur du petit chef malgré ses origines modestes. Tout le monde peut en effet cuisiner et fait une introspection de son métier. Des critiques, des journalistes et même des spécialistes de la gastronomie ont raconté à quel point cette scène était importante pour eux. Ça interroge l'impact des avis négatifs qui détruisent des carrières, la recherche et surtout la défense des nouveaux talents. Bref, Antonego est un méchant très apprécié, alors que pourtant il n'est présent que dans la deuxième partie du film. C'est l'épreuve finale de Rémi. Mais il y a un autre méchant dans Ratatouille, le chef Skinner, celui qui a pris la tête du restaurant à la mort de Gusto. On a tendance à l'oublier, voire l'excuser. Alors tout ce qu'il voulait c'est qu'il n'y ait pas de rat dans sa cuisine, mais c'est une vraie raclure. Il veut tuer Rémi, voler l'héritage de Linguini et exploiter le nom de Gusto pour se faire de l'oseille avec une gamme de nourriture congelée, donc soit l'antithèse de la cuisine gastronomique. Oui, il a ni la prestance ni l'éloquence d'Antonego, il est colérique voire cartoonesque, mais il accomplit quelque chose que peu de méchants réussissent à faire, gagner. À la fin, l'existence de Rémi est révélée et le restaurant ferme, ce qui n'empêche heureusement pas les héros d'obtenir ce qu'ils veulent et de s'épanouir en ouvrant leur propre établissement. Un autre méchant Pixar a une fin similaire, celui de Cars 1. Il gagne la course, mais pas la reconnaissance du public, la chose qui manquait au héros et qu'il a appris à prioriser. Lui aussi est méchant au point d'être ridicule et hyper satisfaisant à regarder, et comme Skinner, il fait partie d'une catégorie bien particulière, les méchants oubliés sont les pires.
Est-ce que tu te souviens du méchant de Coco, le chanteur ultra connu qui se révèle être un imposteur? Il a assassiné son meilleur ami pour la gloire, a sali sa mémoire et récolté tous les éloges. Et surtout, il tente de tuer un gamin, un monstre. On touche pas aux gosses dans la fiction, ça se fait pas. Mais le méchant de Coco n'est pas le seul meurtrier d'enfants de Pixar. En lui, il y a eu Charles Munst. Oui, alors vous savez que là-haut ne s'arrête pas à sa séquence de 10 minutes qui vous a fait tous pleurer. Charles Munst, c'est un explorateur, avec une armée de chiens qui parle à ses ordres. Parti aux chutes du paradis pour capturer un oiseau super rare, il devient obsédé par sa quête, au point de tuer ceux qui viennent se mettre en travers de son chemin. La scène où il révèle son vrai visage au héros, Carl, est digne d'un film d'horreur. Le changement de ton, la pénombre, la menace qui surgit d'une personne jusque-là amicale, le tout sans jamais vraiment dire ce qu'il leur a fait. Et ça fait froid dans le dos. Comme les prédécesseurs, c'est surtout dans son lien avec le héros qu'il révèle toute sa profondeur d'écriture. C'est son idole, c'est grâce à lui si Carl a rencontré sa femme et qu'il a voulu partir à l'aventure. Et donc Munst est en fait le reflet de ce qu'il aurait pu devenir. Les deux vivent isolés, l'un est dans la jungle, l'autre dans sa maison, au point de se montrer violent avec les intrus. Oui, parce qu'on se rappelle de Carl au début qui blesse un ouvrier. Les deux sont attachés au passé via une promesse, l'un de retrouver son honneur, l'autre, celle qu'il a faite à sa femme, de l'amener aux chutes du paradis. Mais au cours du film, Carl fait son deuil d'Ellie. Moi, la scène qui m'a fait pleurer, c'est pas l'intro, mais celle où il feuillette son livre d'aventure qu'elle lui a légué. Elle y a compilé toutes les choses qu'ils ont partagées, même si elle n'a pas accompli son rêve d'enfant, Ellie a été comblée par sa vie avec lui. Il doit donc continuer à vivre après elle. Carl renonce donc à sa promesse et part sauver les nouvelles personnes qui comptent pour lui. Munst, lui, est incapable de renoncer à ça, ce qui le mènera d'ailleurs à sa perte. Il tombe du haut de la maison volante, et c'est pas souvent que Pixar tue ses méchants. Plusieurs fins ont été envisagées pour son personnage. Une le voyait avoir une longue discussion avec Carl qui lui permettrait de reconnaître ses erreurs, mais ça aurait été moins palpitant et fun que la bataille aérienne qu'on a finalement eue. Une autre voulait qu'il reste coincé dans la maison, mais en fait, cette dernière représente Ellie. L'emprisonner dedans, ça collait pas avec cette symbolique et ça affaiblissait le deuil de Carl. On reste donc sur la chute mortelle. En termes de mort hard, le méchant de 1001 pattes se fait dévorer par des oisillons dans des cris d'agonie. Une fin à la hauteur de son personnage. Le borgne est une sauterelle, le chef d'un groupe pour qui les fourmis récoltent de la nourriture. Une vraie brute qui utilise sa force pour dominer les autres. Pas d'origine story pour expliquer ses motivations, juste de la pure méchanceté jubilatoire. Colérique, surtout avec son frère qui l'exaspère. Cruel, il prend du plaisir à terroriser les fourmis. Manipulateur, lors de la scène la plus importante, il écrase ses sbires sous une montagne de graines, montrant ainsi ce qui se passerait si la colonie se révoltait. Il sait parfaitement que son aura, il l'a parce que les fourmis se soumettent, parce qu'elles ont trop peur des représailles alors qu'elles sont plus nombreuses. Un mécanisme d'oppression qui fait écho au monde réel. Beaucoup voient dans le méchant de 1001 pattes une critique du capitalisme et du colonialisme. Au final, la faiblesse de Le Borgne est révélée par le héros qui lui tient tête et entraîne toute sa colonie avec lui. Un méchant sous-coté d'un film Pixar souvent oublié. Moi-même, je l'avais pas revu depuis des années avant cette vidéo et j'ai été surpris de la qualité d'écriture du personnage. Mais je sens qu'il y a un nom qu'on n'a pas encore cité et que vous attendez. Syndrome est le meilleur méchant de Pixar. Évidemment, il compile toutes les qualités qu'on a déjà mentionnées. Une backstory qui explique sa psychologie, c'est un fanboy de Mister Indestructible, mais il était immature et le héros voulait se la jouer solo. Rejeté par son idole, Syndrome jure de se venger. Hop, voilà un lien fort avec le personnage principal qui le met face à ses défauts. Monsieur Indestructible se rend compte de son égoïsme et que même si c'est un héros, il peut blesser les gens autour de lui. Du coup, quand il retrouve sa famille, il accepte de travailler en équipe. Syndrome est un vrai super vilain de comics, très intelligent, comptant sur sa technologie plutôt que sa force, ses gadgets, son robot géant, sa base secrète dans un volcan, mais il a gardé son immaturité, du coup, ça lui arrive d'être drôle. Le design est incroyable et excentrique, ses cheveux en forme de flamme et surtout la cape, qui le mènera d'ailleurs à sa perte, probablement dans le top des pires morts de Pixar, donc aspiré dans le réacteur de son avion. Machiavélique à l'extrême, manipulation de l'opinion publique pour sa propre gloire, meurtre en masse des super-héros et ok pour mettre en danger des enfants, voire en kidnapper. Bref, Syndrome est énormément apprécié par les fans, top 1 de toutes les listes, certains défendent même ses motivations, jurant qu'il méritait de gagner. Si ça vous intéresse d'ailleurs, on en parle dans cette vidéo. En comparaison, la méchante des Indestructibles 2 est détestée, voire considérée comme le point faible du film. Pourtant, Evelyn Dever a plein de bons éléments. Déjà, c'est une méchante à twist, comme dans Monstres et compagnie. Sympathique au début, avec un autre perso suspecté d'être l'antagoniste, son frère. Bon après on y croit un peu moins parce que c'est un peu évident. Mais elle a aussi une backstory tragique, comme Lotso. Son père a été tué alors qu'il attendait que les héros viennent le sauver. Du coup, elle reproche aux super-héros de rendre la population faible et incapable de se défendre toute seule. Elle veut ainsi retourner l'opinion contre eux pour les interdire. Pour ça, elle se crée un alter ego, l'hypnotiseur, un super vilain qui manipule
stimule les gens grâce aux écrans. Comme Antonego et Le Borgne, elle fait écho à des thématiques du monde réel, comme notre rapport à la technologie et aux images. Mais alors, pourquoi ça fonctionne pas? Déjà parce que elle passe après Syndrome, qui est le favori de tout le monde, il est difficile à surpasser. Et surtout, le film ne l'exploite pas. En fait, ses actions n'ont aucun impact. Elles ne remettent pas en cause la légalisation des super-héros. Les questions que Evelyn pose ne sont pas traitées par l'histoire. C'est juste pour faire des TikTok ou des Instagram, mais ça sert à rien dans l'histoire. Et surtout, elle n'amène pas les protagonistes à évoluer, alors que c'est pourtant un grand principe chez Pixar. Voilà le problème des Indestructibles 2. Les thématiques sont complètement déconnectées du scénario et des personnages. Vous vous êtes peut-être dit que ses motivations et son plan n'avaient aucun sens, genre elle déteste les héros mais se fait passer pour un super vilain, et si les héros n'avaient pas été illégaux, peut-être que son père serait toujours en vie. Et d'ailleurs au début du film, ils sont déjà illégaux, et Evelyn les aide même à les remettre sur le devant de la scène. On pourrait même dire que paradoxalement, en devenant une super vilaine, elle crée le besoin très concret de super-héros, donc ça n'a pas de sens, c'est débile. Bref, tout ça serait pas un problème si le scénario l'avait mise face à ses contradictions, via son frère par exemple, qui est son opposé, genre même deuil et douleur, sauf que le film préfère se concentrer sur Jack et ses pouvoirs pour nous faire rire plutôt que de nous faire réfléchir à ses enjeux. Ça montre que c'est pas tout d'avoir un bon méchant, il faut savoir quoi en faire et comment le mettre en scène. Et est-ce que les films Pixar ont vraiment besoin de méchants? Beaucoup n'en ont pas, ou juste des antagonistes mineurs. Le Monde de Nemo et Vice Versa 1 n'ont pas de méchants. Pourtant on aurait adoré vous parler de ces films. Pareil pour Soul et En Avant. Lucas, bon, il a un bully. Alerte Rouge et Élémentaire parle de trauma générationnel. C'est une tendance qu'on retrouve même chez les Disney récents, comme Encanto ou La Reine des Neiges 2. Ça serait dommage de se priver de méchants tant le studio sait en créer de mémorables. Le prochain Pixar n'a par exemple pas l'air d'avoir d'antagoniste. Il sera pas forcément meilleur ou mauvais si c'est le cas, tant que ça sert l'histoire et les thématiques, pourquoi pas, c'est très bien, mais c'est vrai que ça me manque un peu. Les films Pixar font partie de notre enfance, et leurs meilleurs méchants nous ont appris que se confronter au mal, qu'il s'agisse d'un ennemi extérieur ou alors de choses enfouies au fond de nous, c'est aussi faire face à la nécessité de changer, de grandir, d'évoluer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Encore merci à CyberGhost VPN, protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2€ par mois grâce au lien en description.